Bonjour tout le monde, bienvenue à DG de Salon. J'accueille Madani. Comment ça va, Madani? Ça va super bien, Hugo. Comment vas-tu? Moi, ça va bien. À toutes les fois, je pense que j'ai dit ça la dernière fois aussi, là, mais à toutes les fois que je te reçois dans le studio, je trippe bien raide. Fait que ça va très bien. Madani, le premier tour des séries a commencé. Bien excitant. Le Canadien, au moment où on enregistre ça, mène 2-1 dans la série face au Lightning. Évidemment, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Avant, par contre, de se lancer dans cette série-là, parle-nous un peu de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale, dans les autres séries, puis quels sont les joueurs qui se démarquent, puis qui se démarquent un peu moins jusqu'à maintenant. Ouais, donc, en date du samedi 25 avril, avant que les matchs joués, les séries sont comme telles. Donc, les Sabres mènent 2-1 contre les Bruins dans l'autre confrontation de l'Atlantique. On rappelle que moi, j'avais les Bruins pour gagner cette série-là. C'était ma prédiction. Puis toi, t'avais évidemment les Buffalo. Sabres, ouais. T'avais Buffalo en 5. J'avais Buffalo en 5. C'est encore possible. C'est encore possible. Ouais. Ensuite, du côté de l'affrontement de la Caroline qui sont en train de battre les Sénateurs 3-0 en cette série-là. Tous les deux, on avait prédit une victoire de la Caroline. Moi, j'avais dit en 6 matchs ou en 5. Ouais. Ça a l'air un potentiel de finir en 4, la manière que ça se déroule. Il y a quand même des matchs qui ont été serrés. Ouais, là. Mais je trouve Ottawa pour en gagner. C'est une série que j'ai suivie assez de proche, puis je trouve que la Caroline reste en contrôle pendant la plupart de ces matchs-là, malgré que c'est des pointages serrés. Parfait. Moi, je serais confortable de dire que la Caroline va l'emporter en 4. Mais on se prononce, mais c'est ça. Au moment où ça va sortir, ça va être déjà... Le match va être terminé. Ouais. Ensuite, dans l'autre confrontation, tu as les Flyers contre les Pingouins. Donc, à la grande surprise, les Flyers mènent cette série-là 3-0 contre les Pingouins. Les Pingouins ont l'air complètement désengagés. Ouais, tous les deux, on avait prédit une victoire des Pingouins en 6 matchs. Ouais. Puis, ça s'enligne vers une victoire des Flyers. C'est assez impressionnant. Puis, fort probablement à 4 matchs. Fort probablement, la manière que ça se déroule, les Pingouins n'ont pas l'air de vouloir être là. C'est aussi simple que ça. Il faut respecter aussi, encore une fois, je pense qu'on en a parlé brièvement dans le dernier podcast, mais la contribution de Porter Martin à cette équipe. Porter Martin, ça a été le meilleur joueur dans cette série-là après 3 matchs. C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable pour un jeune. Que moi, je me souviens, tous les deux, on se parlait avant même qu'on débute le podcast là, de Porter Martin. Moi, je trouvais que c'était un joueur qui, malgré son physique, était désengagé. Puis ça contribuait à créer une certaine frustration qui était encore pire dans son cas, de ma part, parce que je me disais... Hey, t'es gros, là. Plaque, sert un peu à quelque chose. Dans le championnat mondial junior, il m'avait pas impressionné. Dans les 2 dernières années, là, fait que l'année vient juste de passer, puis l'autre d'avant aussi. Puis l'autre année d'avant, on l'avait sorti de l'alignement là, pendant... mais c'était son année de repêchage. Oui, mais je fais juste dire... Ouais. Là, je me disais, pourquoi son agent ne l'appelle pas puis il dit, buddy, pointe-toi sur la glace puis va donner 3-4 coups d'épaule. Là. Tu joues pas, là. Fait qu'arrête d'essayer d'être fancy avec la rondelle. T'es gros, va plaquer, sois efficace en échec avant. Puis, écoute, encore au championnat mondial junior cette année, je le trouvais pas bon. C'est un gars qui utilisait pas son corps malgré ses qualités physiques. Puis, je trouvais qu'avec la rondelle, il n'y avait pas assez de talent pour se démarquer. Puis écoute, il est rendu dans la Ligue nationale, puis c'est un des gars que j'ai le plus de plaisir à voir aller, là. Écoute, il est là. Alors que je reprochais son manque d'intensité puis son manque d'engagement avant qu'il débute sa carrière dans la Ligue nationale. Écoute, depuis qu'il est avec les Flyers, le gars, il est partout sur la glace, puis il est tout le temps engagé, il est impliqué à fond. Ça fait une grosse différence, puis je m'attendais pas à ce qu'il soit en mesure de maintenir ce rythme-là en série, quand évidemment le niveau de jeu augmente. Mais faut respecter ça. Puis l'attaque des Flyers n'est pas vilaine, là. Non, pas du tout. Tu sais, t'as Trevor Zegras qui a eu une bonne saison. Évidemment, l'ajout de Martin fait une bonne différence. T'as Tyson Foerster qui revient de blessure, qui a un bon punch à l'attaque pour eux. Encore là. Absolument. Owen Tippett, il fait des bonnes absolument. séries. Puis là, Bobby Brink, je pense... Bobby Brink est rendu à Minnesota. Okay. Il a été échangé contre David Jiricek à la limite de OK. Mais il n'y a pas des mauvaises séries avec les Minnesota. Mais il n'est plus avec les Flyers. Non, fait que bon, OK. Mais tout ça pour dire que on s'en sert bien pour l'instant avec du côté des Flyers, malgré le fait que,
devant le filet. Vladar, ça a été le meilleur gardien de but des séries jusqu'à maintenant, puis personne n'aurait pu s'attendre à ça, exactement. Ça. Mais écoute, il était exceptionnel. Là, fait on verra si... Bon, évidemment, la série n'est pas terminée, mais si les Flyers accèdent au second tour, on verra si ça va se poursuivre. Là, c'est sûr que le défi... va devenir de plus en plus difficile. Là. Il y a un affrontement entre la Caroline et les Flyers qui s'annonce inévitable quasiment. Là. C'est les deux, ils viennent 3-0 dans leur série. Ça va être difficile. Est-ce que les Flyers menés par le jeune Porter Martin pourraient causer la surprise? Dans le Vladar. Dans le Vladar, c'est pas le choix de donner son respect en ce moment. C'est la manière qu'il joue. Là. Mais il joue blessé. Il a été blessé lors du match 3. Il est incertain pour le match 4. Donc on va voir ça va donner quoi dans cette situation-là. Mais Porter Martin, c'est vraiment important de le souligner. C'est un jeune qui arrive là en LNH, il a même pas 15 games d'expérience. Incroyable. Il joue avec une confiance inébranlable. À je pense son deuxième match dans la Ligue nationale, il a 9 lancés au but. Pour un jeune d'arriver là puis se dire que c'est moi le gars, c'est moi le joueur, puis de créer l'attaque comme il le fait, c'est vraiment impressionnant. Le pourcentage d'efficacité de Vladar. Vladar, il est exceptionnel. Si t'avais à donner le contre-mètre maintenant, ça aurait à Dan Vladar. Non, mais c'est tôt, là, mais c'est le meilleur joueur des séries depuis le début, selon moi. Tu trouves? Ok, bon, ben intéressant. Alex, je vois qu'Alex Lyon est à 9,60. Ouais, mais il a joué un match. Mais quand même. Fait que, à suivre, est-ce que c'est lui qui va être devant le filet demain? C'est fort probable. En tout cas, à suivre. Ok, on passe à la prochaine série. On va passer à la conférence de l'Ouest. Donc, dans l'Ouest, la série entre les Kings et le Colorado. Donc, le Colorado qui mène cette série-là 3-0. À ma grande surprise, ces matchs sont extrêmement serrés. C'est du hockey de série que les Kings ont donné du feu à retard aux Oilers dans le passé. Mais moi, je m'attendais à ce que l'équipe de l'Avalanche soit un rouleau compresseur dans cette série-là, puis ils dominent les Kings. Ça n'a pas été le cas. Mais l'Avalanche, c'est une équipe de série. Ils ont trouvé les façons de gagner. Ils mènent 3-0. Je pense qu'on est quand même confortable là, dans ce style de jeu-là qui est fermé. Fait que oui, c'est une attaque qui est explosive. Mais on force pas la note, là. Puis si on mène par un but en fin de match, on n'est pas vraiment inquiet par ça. Fait que je pense pas que il y a nécessairement matière à inquiétude parce que l'Avalanche domine pas les Kings autant que plusieurs le penseraient ou l'auraient pensé. Mais je serais pas surpris par contre que les Kings aient en cherché non, c'est sûr, la façon que cette série-là a été jouée, c'est quasiment je dirais pas des 50-50 à tous les soirs parce que l'Avalanche sont quand même en contrôle et confortables, mais les Kings ils montrent qu'ils sont là puis ils sont pas là pour rien. Ok. Parle-moi ensuite de la prochaine série. La meilleure. Stars Wild, c'est une série que j'ai pas eu la chance de suivre étroitement. J'ai eu la chance de regarder un match et demi. Moi, j'ai pas trouvé que c'était la série la plus divertissante malgré les attentes que j'avais pour ça. Donc, les Stars, ils mènent cette série-là 2-1 après avoir perdu le premier match 6-1. Donc, c'est une bonne remontée de leur part pour reprendre l'avance dans cette série-là. Mais pour moi, Hugo, il faut qu'on en parle. Là. On en a parlé un peu. Tu voulais vraiment suivre Quinn Hughes étroitement. Moi, je trouve que j'ai vu un match. Toi, tu as vu un petit peu de Quinn Hughes. Quinn Hughes était exceptionnel dans cette série-là. Pour moi, c'est potentiellement le meilleur joueur de la série en ce moment. À date, ça va très bien pour lui. Là, il est 4 points, excuse-moi, en 3 matchs depuis que la série a débuté. Passes. Puis deuxième pointeur chez les défenseurs derrière Jackson Lacombe, qui est notamment le premier pointeur des séries à égalité avec Leon Draisaitl qu'on va parler un peu plus tard. Fait que absolument. En tout cas, ce soir on écoute le match ensemble là. Le match numéro 4 entre les Stars et le Wild. Alors on va certainement porter moi je vais porter une attention particulière à Quinn Hughes, mais j'ai regardé là quelques bout de match, là, je te dirais, dans les 3 premiers. Puis pour l'instant, j'ai trouvé qu'effectivement, Quinn Hughes, non seulement il est efficace offensivement, mais c'est ça va plus loin que ça là, dans son cas. C'est un gars qui se démarque vraiment. Après 3 matchs, je sais que c'est pas la meilleure statistique, mais il tient une fiche de plus 6 malgré 2 défaites. Puis c'est le défenseur le plus utilisé à égalité avec Thomas Chabot, qui a joué un petit peu plus que lui en termes de période. Là. C'est ça. Mais
Quinn Hughes, il mange du temps de glace, puis malgré les défaites, il tient un différentiel de plus 6. Pour moi, c'est extraordinaire. Absolument. Puis, écoute, tu regardes un match, puis tu le vois le remarquer à toutes les fois qu'il c'est sûr. Puis la façon qu'il contrôle le jeu, là, c'est exceptionnel. Puis toi, si tu avais des doutes par rapport à ça, s'il était capable de faire ça avec la physicalité des séries, puis il démontrait qu'il est capable. Ouais. Puis c'est pas un petit adversaire. Non, les Stars de Dallas. Fait que faut respecter ça. Là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer sur un match complet, là, parce qu'on va regarder le match au complet là, tantôt. Mais pour l'instant, là, Quinn Hughes, rien à se reprocher. Là, même au contraire, ça va très bien. Ouais. Bon, on va parler de la série Oilers-Ducks et des superstars de cette série-là. Donc, dans la série Oilers-Ducks, les Ducks mènent cette série-là 2-1. Donc, qui tue nos prédictions de Oilers en 5. On avait la même prédiction là-dessus. C'est une série qui a été marqué par le manque de production de Connor McDavid, selon moi. Connor McDavid qui a un but, une passe en 3 matchs et qui a été récolté dans le dernier match. Donc, mais l'affaire qui est plus choquante avec McDavid, c'est qu'il porte une fiche de -6. Ouais. -6 en 3 matchs. Il y a beaucoup de buts marqués, mais... il produit pas. Est-ce qu'il est incommodé par une blessure? Il a l'air d'être incommodé par une blessure parce qu'il joue pas à son rythme habituel. Puis on dirait qu'il est plus difficile pour lui de tirer et faire des passes. Donc ça potentiellement une blessure au dos ou du corps, mais ça a l'air de l'affecter énormément. Mais Connor McDavid... Puis les Ducks, sur papier, on en avait déjà parlé. Sur papier, la défensive là, semble bonne, mais quand on regarde ça... toi, tu avais suivi là, quelques matchs, tu avais regardé les Ducks, puis c'est évidemment un style de jeu qui est très ouvert, puis on jouait pas bien défensivement, c'est une chose que tu avais fait remarquer. Puis moi, j'ai entendu plusieurs autres analystes parler de ça. On se serait attendu à ce que Connor McDavid puisse évidemment tirer profit de ces lacunes défensives-là, puis de l'espace sur la patinoire. Mais il faut croire que... là, je sais pas si c'est McDavid qui se tire dans le pied ou si c'est les Ducks qui s'en tirent bien ou qui jouent bien défensivement. Je dirais même pas jusqu'à dire que les Ducks jouent bien défensivement, mais c'est plus que non seulement le McDavid il profite pas des chances de marquer données par les Ducks, mais son trio en donne plus de l'autre côté. T'sais, les Ducks jouent mal défensivement, mais le jouent encore pire. Le nombre de surnombres de 2 contre 1 que les Ducks obtiennent dans un match de séries éliminatoires, pour moi, c'est absurde. Tu regardes un match comme Canadien Lightning qui joue tellement étroitement. Là, ça a toujours été je sais, mais après, tu regardes Ducks, puis tu vois 3-2 contre 1 de suite à 5 contre 5, puis le match est 4-4. Tu comprends? Le Canadien n'a pas eu un seul 2 contre 1 dans son dernier match. Contre eux autres. Là, non, le Canadien n'a pas eu de 2 contre 1. Peut-être 3 échappés. Là. 3 échappés, mais c'est pas nécessairement. Mais les 2 contre 1, c'est une erreur d'un défenseur. Je comprends ce que tu veux dire. Mais le jeu est tellement plus ouvert. Oui, mais c'est les 3 premières échappées de la série. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, on joue pas bien. Mais quoi que McDavid, en tout cas, moi, j'en avais déjà parlé sur le podcast. Moi, je trouve que c'est un gars qui triche, là, puis qui pousse vers l'attaque. Là. Fait que, écoute, ça fonctionne s'il fait 2 points par match. Je trouve pas que... En tout cas, il n'y a pas de leçon à donner à personne au niveau du jeu défensif, à mon sens. Mais à un moment donné, il faut respecter évidemment sa production offensive. Tu as raison de le souligner, là, par contre, le différentiel, il est à combien, t'as dit? -6. C'est ça. Fait que là, faut corriger le tir rapidement du côté des Oilers. On joue du hockey très ouvert depuis longtemps. C'est les Oilers qui perdent cette série. Mais là, exactement. C'est pas les Ducks qui jouent bien, il faut leur donner un peu de crédit, mais c'est pas les Ducks qui vont chercher cette série-là, c'est les Oilers qui leur offrent sur un plateau d'argent. Puis ça va pas bien devant le filet non plus. Là. Non, Connor Ingram, je peux pas dire qu'il y a nécessairement énormément d'aide. Il y a beaucoup de 2 contre 1 et Ducks, beaucoup de chances de marquer en or, mais c'est pas un gardien qui fait les gros arrêts puis il les garde pas nécessairement dans les matchs. Il y a beaucoup de choses à corriger assurément. Puis parle-nous de la dernière série là. Ouais, donc la dernière série, on a le Mammouth contre les Golden Knights. Donc les Mammouths qui viennent de gagner hier soir au moment où on filme ça. Donc c'est 2-1 la série pour le Mammouth. Ça, c'est une série que j'aime beaucoup à regarder. C'est divertissant. Ça joue gros, ça frappe, c'est rapide, c'est un jeu intense. Ça ressemble un peu... Pour moi, c'est une série qui ressemble un peu à la série Canadien Lightning. La série Canadien Lightning, c'est la meilleure, je pense, aux jeux de tous, en termes de physicalité, puis d'intensité, puis de jeu des séries. Mais
dans l'Ouest, la meilleure, c'est la série du Mammouth contre Vegas. Puis moi, j'avais choisi Vegas en 7. Je savais que le Mammouth volerait des matchs, mais je m'avais pas attendu que le Mammouth lève leur jeu d'un cran de la sorte. Dylan Genter, Logan Cooley qui mènent la charge, puis c'est vraiment du hockey, c'est incroyable qu'ils jouent là. Ils se laissent pas faire par la physicalité de Vegas. C'est Vegas qui brasse, mais ils se laissent pas faire, puis ils capitalisent énormément sur leur chance de marquer. Au dernier match, ils ont moins que la moitié des tirs de Vegas, mais ils ont quand même réussi à gagner ce match-là 4-2. C'est une équipe opportuniste, puis c'est ça que ça prend. En série, tu veux pas tout le temps dominer les matchs, mais il faut que tu trouves des façons de gagner, puis c'est ça qu'ils font. Ouais, puis on profite évidemment aussi des fiers services ou des bonnes performances du gardien de but, là, Vejmelka, absolument. Ou je sais pas trop comment on prononce ça, mais oui, qui performe bien. Une chose dont on n'a pas parlé, là, mais qu'on pourrait peut-être parler pour conclure, dont on pourrait parler pour conclure le bloc. Décision qui m'a surpris un peu personnellement là, devant le filet du Wild du Minnesota. Là. Jesper Wallstedt. Peux-tu nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce que je veux pas te on the spot, mais plaisir. Moi je trouve ça, en tout cas, je m'attendais évidemment à ce que Gustafsson se retrouve devant la cage du Wild. C'était le gardien de but numéro 1 au cours de l'année. Puis Wallstedt avait connu une bonne séquence, mais en fin de saison, il semblait, du moins de ce que je comprenais, c'est qu'on le faisait pas jouer tant que ça. Là. Puis là, finalement, on a décidé de l'envoyer devant le filet pour les séries. C'est une bonne décision jusqu'à maintenant. Il fait du bon travail, mais notamment dans le match 1, là, il avait été très, très solide. Mais je comprends pas, tu sais, on l'impliquait là, il était impliqué dans des rumeurs de transactions parce qu'on voulait aller chercher un peu plus de profondeur en attaque. Puis on se disait ça sert à rien d'avoir 2 gardiens de but. On va y aller avec Gustafsson devant le filet de toute façon. Qu'est-ce qui nous amène finalement à un peu se revirer Saint-Dissous puis aller chercher, envoyer Wallstedt devant le filet. Là. Ouais, ben moi aussi j'ai été surpris de voir Wallstedt là. Mais c'est pas. Je veux pas dire que c'est pas ça que j'aurais fait. Parce que si tu regardes les statistiques, la fiche de Wallstedt était similaire à celle de Gustafsson, mais c'est la statistique qui s'appelle Goal Saves Above Expected, une statistique avancée, et avantageait Wallstedt. Puis malgré le fait qu'il avait joué moins de matchs. Ouais, donc je suis sûr que Guérin, en tant que directeur général, c'est un gars qui regarde les analytiques, qui regarde les stats avancées, puis ça a dû avoir joué un rôle là-dedans. Mais je comprends pas pourquoi ils sont pas allés avec Gustafsson parce que c'était leur gardien avec plus d'expérience. Puis... Là, je l'ai ici, il a joué 35 matchs cette année. Là. C'est quand même. Oui, mais c'était pas le gardien de but numéro 1. Non, absolument. C'est une recrue. C'est une décision qui m'a vraiment surpris. Là. Mais en tout cas, je pense que quand tu regardes ces 2 gardiens le jouer, tu vois que Wallstedt, c'est le gardien qui est plus talentueux. Ensuite, il faut que tu regardes de l'autre côté de la médaille, c'est une recrue, manque d'expérience, c'est premier match de série, mais le Wild sont allés avec la jeunesse, sont allés avec ce qui faisait confiance. Tu sais, des fois, ça n'a pas rapport. Là, tu regardes la fin de la saison, tu regardes les pratiques. Là, peut-être que Wallstedt il performait beaucoup mieux que Gustafsson en pratique. Puis c'est des affaires que, comme les spectateurs, nous, on peut pas voir. C'est des décisions à l'interne, mais je suis sûr que c'est pas une décision facile de sortir Gustafsson parce que c'est un gardien exceptionnel, mais mettre Wallstedt, ça peut pas vraiment être une mauvaise décision parce que c'est un gardien qui est extrêmement talentueux. C'est un choix de première ronde. Tu sais ce que tu as dans Jesper Wallstedt. C'est juste le fait de l'envoyer un peu dans la mêlée avec aucune expérience alors que tu essaies évidemment de gagner la Coupe Stanley puis tu affrontes une des équipes les plus dangereuses de tout le circuit. Moi, c'est plus ça. Tu dis, ça peut pas être une mauvaise décion, c'est vrai, mais... T'as 2 bons gardiens, t'as des plus puis des contre avec les 2. Il joue le premier match, il se fait traverser, puis la série... tu perds 1-0 dans la série, puis le momentum est totalement du côté de Dallas. Il aurait pu... mal gérer. Ça aurait pu être la même chose pour Gustafsson. C'est 2 gardiens d'un niveau similaire. D'expérience... Tu sais, il a joué déjà là, en séries éliminatoires avec le Wild du Minnesota, là, je crois bien. Là. Fait que, tu sais, je comprends là, que Gustafsson aurait pu l'échapper, là, c'est sûr, mais tu sais, de manière réaliste, c'était plus risqué d'y aller avec le jeune Wallstedt. Là. Fait que, en tout cas, pour l'instant, ça va bien. Faut dire que, honnêtement, là, jusqu'à présent, puis la Ligue nationale a toujours été une ligue dans laquelle
on valorisait beaucoup l'expérience, et avec raison, parce que l'expérience, en séries éliminatoires notamment, là, mais juste le fait d'être plus âgé, là, comme là, le Canadien, évidemment, la plus jeune équipe de la Ligue nationale, souvent on perçoit ça comme un désavantage. L'expérience, là, c'est ce qui permet aux équipes d'aller loin en séries éliminatoires, de performer. On aime ça être un peu plus âgé. Puis cette année, c'est une année qui va un peu à l'encontre de cette philosophie-là. Le Canadien, c'est sûr, regarde, écoute, il y a bien des choses qui peuvent changer. C'est tôt. Mais le Canadien a les devants dans sa série contre le Lightning. Les Sabres de Buffalo mènent contre les Bruins de Boston. Mais les Bruins, c'est aussi une équipe très, très jeune. Ils ont leurs joueurs d'expérience de McAvoy, Pasternak, Zadorov. Alors que quelques noms. On personne qui ont représenté mais ça reste une équipe que le core de Boston, Jeremy Swayman devant le filet a beaucoup d'expérience, contrairement à Puka Lekonen. Ou Alex Lyon maintenant, même si c'est un plus vieux gardien, pas d'expérience en série. Fait que là, c'est... En tout cas, pour l'instant, la jeunesse fait bonne figure contre l'expérience. Et dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas une tendance qu'on a observée souvent. Alors, je trouve ça intéressant. Puis on a décidé d'envoyer Wallstead dans le premier match. Domination du Wild du Minnesota. Alors, écoute, je sais pas vraiment comment interpréter ça. Est-ce que là, le flambeau est passé, juste Macklin Celebrini qui a performé aux Jeux Olympiques. C'est un autre exemple de jeunesse qui domine dans un contexte de haute pression où normalement on aurait privilégié l'expérience. Matthew Schaefer, qui était si près d'amener son équipe en séries éliminatoires à sa première année dans la Ligue nationale. Fait que c'est une année très favorable pour les fervents défenseurs de la jeunesse. Le narratif mais quand tu as des équipes qui sont jeunes, talentueuses, mais aussi qui travaillent fort, pour moi, ça m'inquiète pas du tout. Quand tu vois l'éthique de travail, les Ducks sont jeunes. Mais les Ducks, c'est un beau mélange de jeunesse et de vétérans qui ont de l'expérience. T'as Jacob Trouba, t'as des Kreider, t'as des Killorn. C'est des gars qui ont Killorn gagné la Coupe Stanley, c'est Kreider et Trouba, on a énormément d'expérience en série. Mais le noyau, là, jeune. Léo Carlson, Troy Terry, je pense pas qu'il a joué en série. Non, tous ces gars-là, puis on fait bonne figure. Puis le Mammoth de l'Utah aussi. Là, fait absolument. Écoute, en tout cas, ce sont des séries qui défient un peu je vais dire, le paradigme traditionnel des prédictions dans le hockey, où on a souvent assumé que l'équipe la plus expérimentée allait gagner. Il y a à peu près juste... les Hurricanes de Caroline là, qui battent les Sénateurs d'Ottawa. C'est à peu près juste ça là, la seule logique qui reste. Là. Puis bon, Dallas qui mène 2-1, là, puis on a un peu plus d'expérience que le Wild. Puis j'imagine aussi le Colorado, là, mais ça peut s'expliquer aussi par juste la différence de talent. Là, mais Ottawa a quand même une équipe talentueuse. Puis, on a moins d'expérience que la Caroline. Mais la Caroline, c'est un système de jeu suffocant. Fait que c'est vraiment... Quand t'es jeune, tu manques d'expérience en série, c'est difficile de bounce back contre ça. T'as des chiffres. Tu vois, Stützle puis Brady Tkachuk qui sont blanchis. Eux, c'est frustrant. Ils sont habitués d'avoir le jeu ouvert, d'avoir énormément de chances de marquer. Puis Tim Stützle, je pense qu'il a fait 90 points cette année. Je sais pas, je pourrais regarder. Une saison exceptionnelle. Puis un joueur comme ça qui vole sur la glace, puis qui obtient des chances de marquer, qui marque des buts, puis là il arrive en série contre la Caroline, puis tout le jeu se referme. C'est extrêmement frustrant, puis ça paraît. 83 points à 80 matchs. 83 points? Okay. Ouais. Mais tu sais, là, en tout cas, tu m'amènes sur une piste que j'avais pas anticipée, là, mais est-ce qu'on assiste à la désintégration des frères Tkachuk? Ouais, je pensais que ça... Parce que là, Matthew Tkachuk, il a été blessé, là, puis les Panthers, évidemment, n'ont pas participé aux séries éliminatoires. C'est pas juste de sa faute, parce qu'encore une fois, il a manqué une grosse partie de l'année. Barkov n'a pas joué non plus. Ça a été une année difficile au niveau de la santé. C'est pas l'année à Brady Tkachuk, là. Mais Brady Tkachuk, c'est ça. Là, aux Olympiques, les deux, effectivement. On les a pas vus de la finale contre le Canada.
Là, en tout cas, eux autres étaient vraiment au sommet de la planète. Nations, là, hockey, là, les deux frères américains, c'est un peu l'équivalent des frères Kelsey. On s'est même lancé dans un podcast pour un peu recréer le même effet. Là. Puis, d'ailleurs, Brady Tkachuk n'a pas impressionné personne avec ses compétences en mathématiques. Mais à un moment donné, c'est assez surprenant de voir ça. Puis ça, moi, ces deux gars-là incarnent vraiment bien le genre de joueur que je veux avoir dans mon équipe. T'sais. C'est sûr. Tu regardes ça, tu regardes les 4 nations, t'es comme... Wow, Brady Tkachuk, c'est le meilleur joueur américain aux 4 nations. C'est incroyable. On est physique, on est extrêmement difficile à affronter. Puis là, en tout cas, aux Jeux Olympiques, ça n'a pas bien été. Puis là, Brady Tkachuk, ça va pas bien. Mais c'est quoi les statistiques de Brady Tkachuk jusqu'à présent, série? tu le sais-tu? Je suis pas mal sûr qu'il est à 0 points. Ouais, ok. Ben, écoute, là, fait que, en tout cas, certainement intéressant. Je vais confirmer ça. Puis ensuite, on va passer au deuxième bloc, qui est évidemment ce que tout le monde attend jusqu'à maintenant, là, qui est... pas jusqu'à maintenant, mais ce que tout le monde attend depuis le début. Ouais, 0 point. Ouais, 0 point, moins 3. Je pense que c'est la même chose pour Tim Stützle. Ce que tout le monde attend depuis le début. Notre analyse de l'affrontement entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Alors, on prend une petite pause, puis on se lance là-dedans dans le deuxième bloc. Ouais, on se voit dans une seconde. Yes. Alors, Madani, on est de retour et là, on se lance vraiment dans le vif du sujet. L'affrontement Canadien-Lightning, le Canadien qui mène 2-1 dans la série au moment où on enregistre ça. Puis évidemment, on va essayer de publier l'épisode avant le match numéro 4 qui va évidemment avoir lieu à Montréal. Madani, je te laisse débuter. Parle-moi un peu de tes impressions sur cette série. Le Canadien fait bonne figure jusqu'à maintenant, notamment au niveau physique. Absolument, il ne se laisse pas intimider ce que je n'anticipais pas du tout. Mais tu vois, Tampa Bay, c'est l'équipe la plus punie dans la Ligue nationale cette année. Ils sont clairement rentrés dans cette série-là avec l'intention d'intimider le Canadien. Puis ça n'a pas fonctionné du tout. T'sais, Josh Anderson qui a pris contrôle de cette série-là dès le premier match, il a marqué le premier but. Ouais. Mais moi, je pense que le joueur à qui il faut vraiment lancer des fleurs, puis j'ai vu quelqu'un parler de ça sur Instagram ce matin. Arber Xhekaj, il joue du hockey exceptionnel. Lui qu'on critique depuis des années même. Ouais. Puis on dirait qu'il suit pas le jeu de la LNH, il arrive pas à jouer défensivement, il se fait battre, il fait des erreurs, il est pas discipliné. Mais depuis, moi je dirais même les 10-15 derniers matchs de la saison, puis les séries éliminatoires, Arber Xhekaj joue du hockey discipliné, il choisit ses moments pour être physique, puis il fait pas d'erreur. Oui, il joue dans des minutes limitées, il joue pas contre les meilleurs trios, mais Arber Xhekaj fait son travail à merveille. Puis ça paraît dans la façon que Tampa approche ces matchs-là. Ils ont commencé avec l'intention d'intimider le Canadien, puis la façon que Arber Xhekaj, Jaden Struble, Josh Anderson, ils se lèvent par rapport contre ces joueurs-là. Je dirais que le Canadien prend l'avantage physiquement dans cette série-là. Puis ça paraît dans les déroulements de ce match-là. Le Canadien, tu as un peu des doutes par rapport aux performances du Canadien dans le premier match. Mais au deuxième et troisième match, le Canadien laisse aucun doute. Le Canadien, c'est la meilleure équipe sur la glace. Physiquement, on est plus rapide. Sauf en deuxième match. C'était pas beau, mais un désastre, globalement, dans ces matchs-là, le Canadien, c'est la meilleure équipe. Il s'impose physiquement. Puis pour moi, ça part avec Josh Anderson, puis ça part avec Arber Xhekaj, puis il faut donner ses fleurs à Arber Xhekaj. T'as raison de souligner le travail de Xhekaj. Hier, on écoutait le match ensemble là, du Canadien. Puis le deuxième but, là, de Kirby Dach, où Xhekaj crée de l'espace, là, littéralement en couchant le gars à terre. Là. J'ai respecté ça, maudit. Là. Puis je l'ai dit, là, j'ai dit, là, va falloir commencer à respecter le travail de Xhekaj. Puis t'as raison, on le fait pas jouer beaucoup. Mais écoute, il est vraiment efficace dans son rôle et c'est déjà plus que ce qu'on aurait pu imaginer avant que les séries débutent pour 2 raisons. D'abord, évidemment, en série, ça joue plus vite. Puis Xhekaj avait déjà de la misère à suivre le rythme. Fait que moi, je m'attendais à ce que ça aille particulièrement mal. Fait que déjà qu'il soit capable de suivre, c'est excellent, mais qu'en plus, il puisse contribuer, c'est sensationnel. Et ça compense pour la perte de Dobson. Absolument. Qui fait, en tout cas, qui aurait dû faire extrêmement mal. Puis honnêtement, Dobson, tu sais, c'est pas un gars qui est très physique, c'est pas un gars qui se sert de son corps. Dans une série comme celle contre le Lightning,
On s'ennuie pas de Dobson là, avec le travail de Xhekaj. On dit pas qu'on prendrait pas Dobson dans l'alignement, mais on s'en ennuie. On pense pas à lui. On pense pas à lui parce que exactement. la défense, les 6 défenseurs ont rien à se reprocher en ce moment. Puis je sais pas si t'as fini de parler de Xhekaj parce que j'aimerais parler d'un autre défenseur du Canadien. Tu vas parler de Struble. Struble, il est solide, mais moi j'aimerais vraiment parler d'Alexandre Carrier. Qui joue bien. Qui joue extrêmement bien. Kaden Goulet aussi a eu une mauvaise 3e, j'ai trouvé par contre, là, hier. Là. Mais dans l'ensemble, il y a des bonnes séries. Mais Carrier, moi je trouve, tu regardes le Canadien en série l'année dernière contre Washington, c'était le joueur ciblé, c'était le joueur. Je trouve que Carrier l'année passée faisait mal aux Canadiens en série, même si il jouait avec du cœur, c'est un guerrier, il se présentait à tous les matchs, mais la façon qu'il se faisait dominer physiquement, ça faisait mal aux Canadiens, puis il se faisait targeter. Mais dans cette série-là, il joue extrêmement bien, il bloque des lancers, il est bon défensivement, il bouge bien la rondelle, puis il mange des minutes, il joue énormément Alexandre Carrier avec l'absence de Dobson. Moi, je pense que Alexandre Carrier, c'est la plus grande raison qu'on se rend pas compte de l'absence de Noah Dobson. Ouais, je comprends. C'est un bon point. Puis moi, je pense que Goulet, qui a quand même connu une saison difficile, le fait que lui aussi ait élevé son jeu d'un cran, là, ça fait une grosse différence. Évidemment, Lane Hutson a été extraordinaire dans le match 2. Un gros but, évidemment, dans le match 3 en prolongation sur un tir qu'il n'aurait jamais été capable d'exécuter il y a un an. Là, honnêtement, là, il n'y avait pas ce shot-là il y a un an. C'était sa principale faiblesse l'année passée. Puis là, écoute, sérieux, c'était toute une shot, là. On va respecter ça. Moi, j'ai trouvé qu'il a été plus tranquille, malgré tout, là, dans le match. Mais c'est le joueur le plus... Je pense qu'il est à 29 minutes par match, là, Hutson. C'est incroyable, là. Ben oui. Puis, il nous met pas dans le pétrin avec son jeu défensif. Non. Fait que Lane Hutson aussi fait du bon travail. Là, on n'a pas le choix, par contre, d'adresser un peu les performances de Mike Matheson dans le 3e Oui, je suis d'accord, match. mais je dirais pas... Ouais, c'est ça, les performances, mais on parle juste du match 3. Il est extrêmement solide lors des 2 premiers matchs. Mike Matheson, la performance du match 3. Ça reste notre joueur, le défenseur. C'est le pilier de notre défense. C'est ça. C'est Mike Matheson, c'est le défenseur qu'on veut dans toutes les situations. C'est le plus complet de la gang. Oui. Puis, mais en tout cas, on s'en tire bien parce que là, Matheson... dans le match numéro 3, il y avait la tête ailleurs, là, je sais pas. Là, tout le monde, tous les joueurs du Canadien sont en train de devenir pères. Là. Fait que je sais pas si Mike Matheson fait partie de la gang, puis il dort un peu moins dans la nuit. Là. Je sais pas ce qui se passe. Justement, je me demande si ça n'a pas un lien avec Nick Suzuki là, qui en arrache un peu. En tout cas, tout ça pour dire que là, quand tu as je vais dire ça comme ça, ton meilleur défenseur de série, parce qu'en théorie, ça devrait être lui, qui en arrache. Et tu finis quand même par gagner le match. T'es bien content. Ça démontre la résilience du Canadien de Montréal. Puis, je vais dire en anglais, le clutch factor de la plupart des joueurs. Dans ce match-là, Kaden Goulet s'est levé. Arber Xhekaj s'est levé. Jaden Struble a fait son travail. Blaine Hutson, moi j'ai plus aimé son match que toi, on dirait. Moi, j'ai trouvé très bon. Ouais. Moi, je l'ai pas trouvé mauvais. Non, mais c'est pas assez standard. Ouais. Mais tous ces gars-là qui font un travail supplémentaire quand un gars comme Mike Matheson a un match plus difficile. Ça démontre à quel point cette équipe-là, pour moi, est prête à gagner. Ouais, je comprends. Ils ont ce qu'ils prennent. Puis en série, c'est pas nécessairement de dominer. Je l'ai mentionné avec Utah, c'est pas nécessairement de dominer les matchs, mais c'est de trouver des façons de gagner. Puis le Canadien, ils font ça à tous les soirs. Dobesh aussi, il joue bien. Là, j'ai pas les statistiques, là, mais son pourcentage d'arrêt n'est pas exceptionnel, mais il fait des gros arrêts. Il fait des gros arrêts. Il fait les arrêts quand il y a besoin. Tu sais, t'aimes pas. Il veut pas, ils ont des chances en or. Puis Dobesh, il fait le travail. De la manière qu'il challenge les tirs en sortant du filet, moi, j'aime ça. C'est leur signe d'un gardien en confiance. T'as raison. C'est ça. Il est à 892 de pourcentage d'efficacité. Mais la performance... Elle dit notre histoire. Oui, c'est ça. Les statistiques ne reflètent pas la performance. Moi, je le trouve très, très bon. Honnêtement, depuis le début des séries. Moi, j'ai un gars qui a eu énormément de doutes sur Dobesh depuis le début de la saison puis la saison dernière. Mais selon moi, depuis le changement d'entraîneur de gardien, Dobesh, c'est un gardien de but différent. Moi, je le voyais tomber dans son filet. Clairement, on a travaillé le positionnement. Ben oui, puis l'idée de challenger. Ça paraît, mais pour moi, Dobesh, c'est un gardien qui était souvent hors de position. Puis ça me frustrait en tant que spectateur. Puis je trouve que c'est plus un problème maintenant. Puis c'est très encourageant à regarder. Puis tu t'en as parlé, là. Il challenge vraiment le tir. Évidemment, ça couvre un peu les angles. Et c'est une stratégie qui fonctionne bien jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est un peu vilain, là, par contre, là, le but qu'a accordé à Brendan Eagle hier.
Oui, c'est sûr que c'est des affaires que tu vois que si le Canadien se perd ce match-là, on va en parler de celui-là. Exactement, puis en séries éliminatoires, tu peux pas vraiment te permettre d'accorder un mauvais but. Mais je dirais que c'est le premier mauvais but des séries. Oui, je pense vraiment, peut-être qu'il y en a d'autres que je me souviens pas, mais... je pense que oui aussi. Donc, mais dans l'ensemble, on est heureux de sa performance. Là, je t'en pose une pas pire, là, parce que je pense à ça, là, mais Dobson est réévalué aujourd'hui. Là. Ouais. Mais imagine que Dobson revient, parce qu'on sait que Dobson ne reviendra pas tout de suite. Là. Le Canadien gagne contre le Lightning, puis Dobson est prêt à revenir au jeu. Tu sors qui de l'alignement? Pour moi, c'est Jayden Struble. Il rend des fiers services au Canadien de Montréal. Il est plus utilisé que Jack Eye. Ouais, mais Jack Eye, il y a l'aspect... Oui, il est plus utilisé que Jack Eye. Puis je vais aller voir hier, là, officiellement, les chiffres. Là. Quand Dobson va revenir, il va prendre les minutes à Struble et plus. Donc, tu vas pas besoin de cet angle-là Struble, mais tu as besoin de l'aspect... je veux dire intimidateur de Arber Xhekaj dans le line-up. Il inspire le respect des adversaires, puis il fait en sorte que le Canadien se fait pas piler sur les pieds, puis c'est le Canadien qui pile sur les pieds de ses adversaires, puis ça commence avec Arber Xhekaj. Il a besoin d'être dans l'alignement. Mais tu vois, Xhekaj a joué plus que Struble. Dans le dernier match, mais dans le match 2, Struble avait plus joué que Xhekaj, mais j'avais pas vu les temps d'hier. Bon, c'est sûr que ça se ressemble, là, 9,58, 10,40. Là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est 10 bonnes, fières minutes d'Arber Xhekaj. Plus 2. Plus 2, ouais. Hier, Struble aussi, par contre. Là. Mais c'est ça. Puis là, écoute, le reste de l'équipe, là, Alain Hudson, 26-40, Carrier, 23-25, Goulet, 21-44, Matheson, il mange près de 25 minutes. Ça me fait un peu penser aux Canadiens de 2021. Mais c'est pour ça que ça va énormément aider le retour de Dobson. Parce que là, tu peux pas faire jouer 4 rondes à 30 minutes pour Lane Hudson, puis à 26 pour Mike Matheson, puis à 23 pour Alexandre Carrier. C'est sûr que ces gars-là vont pas être capables de manger autant de minutes, puis c'est pour ça que ça va aider que Dobson revienne puis qu'il soit capable de jouer 23, 24, 25, 26 minutes. Dans le match 2, Xhekaj avait joué 9 minutes, puis Struble 15 quand même. C'est une bonne différence. Mais là, clairement, du côté de Martin Saint-Louis, on apprécie le travail de Xhekaj. Puis là, je veux parler de Martin Saint-Louis parce que moi, mon évaluation de Martin Saint-Louis est séparée à 2 volets. Le premier volet, c'est, je vais appeler ça l'aspect pédagogique et interpersonnel. Moi, je trouve qu'évidemment, il est excellent là-dedans. On fait juste penser à ce qui a amené à Cole Caulfield. Là. Cole Caulfield, je pense qu'au moment où Martin Saint-Louis a été engagé, Caulfield était dans la Ligue américaine. Là, où il y avait comme une séquence de 30 matchs sans but avec Dominique Ducharme. Écoute, à partir de ce moment-là, il y a une progression constante. Il a marqué 50 buts cette année. La même chose pour Suzuki, évidemment, progression constante. Il a atteint le plateau des 100 points. Oui, à un moment donné, on va donner le crédit aux joueurs. Là. Les joueurs ont beaucoup de talent. Mais Martin Saint-Louis joue un rôle important dans tout ça. Là. Puis ensuite, la création de la culture au sein de l'équipe. Tu as parlé de la culture de gagnant. Les gars qui se lèvent pour un peu compenser la contre-performance de Matheson, ça joue dans la culture. Je pense que les gars apprécient beaucoup jouer pour Martin Saint-Louis. Et les gars sont un tight-knit group. Là. Ouais. Puis ils s'aiment entre eux autres, sont prêts à signer à rabais parce qu'ils croient au plan de Kent Hughes, mais aussi parce qu'ils veulent jouer sous les ordres de Martin Saint-Louis. Fait que tout ce volet-là, relations interpersonnelles et le fait de faire, ou la capacité de faire progresser individuellement les joueurs, je pense qu'il n'y a pas personne qui remet ça en question. Par contre, au niveau du collectif, moi je pense qu'il y a encore des choses à prouver, même si au final le Canadien a quand même connu une bonne progression dans les dernières années. Tu sais, son fameux système défensif, parfois homme à homme, c'est un hybride, là, mais le Canadien a accordé beaucoup d'opportunités de qualité à l'autre équipe en raison de ce système-là. On en a parlé dans le podcast. Puis il continue de s'acharner malgré tout. On pense à l'année passée, là, le Canadien était à peu près dernier de la Ligue. Là, puis là, il dit non, on change pas le système. Tout le monde était capable de voir que le système défensif allait mal. Puis lui, il s'acharnait là-dessus. Fait que je trouve qu'il s'acharne. Ça doit être un gars qui... Tu sais, à quelque part, c'est un petit joueur. Puis on lui a dit qu'il n'y avait pas de place dans la Ligue nationale pour lui. Il n'a pas eu le choix de s'acharner. Il était tue. Il n'a pas eu le choix pour faire sa place. Fait que je pense que ça a une influence sur son coaching. Et hier soir, tout ça pour dire... Hier soir,
parce qu'il est têtu, dans cet élan de rigidité mentale, il habille Kirby Dach. Ouais. Et Alexandre Texier, que moi je n'aime pas, puis il y en a qui clairement, il y en a qui le trouvent moins pire que moi, parce que moi je l'aime pas du tout. Je trouve que c'est à peu près un des seuls qui s'implique pas physiquement dans une série où clairement l'aspect physique est extrêmement important. Je le trouve effacé. Puis écoute, une chance que Martin Saint-Louis m'a pas écouté pour le match numéro 3, parce qu'Alexandre Texier et Kirby Dach ont été à peu près les deux meilleurs joueurs de cette équipe-là avec Bolduc. Ouais, ben ce trio-là finit plus 3 dans une victoire de 3-2 du Canadien de Montréal. Incroyable. Puis fait que, Bolduc, évidemment, qui alimente Texier sur le premier but. Quelle passe, toute une passe et tout un lancer de Texier. Absolument. Ouais. Ce qui est une grande force là, de la part de Texier. Fait que je remets pas en doute sa capacité à décocher puis la précision de son lancer. Mais j'aimerais le voir plus impliqué. Mais là, dans le match numéro 3, écoute, c'était quelque chose. Là. Ce trio-là était... Le deuxième but, c'est Kirby Dach. C'est Texier qui récupère, je pense, une rondelle, ou du moins le jeu. Ou ça, c'est le troisième but. Mais le but de Kirby Dach, c'était sans aide, mais ça démarre avec un bon échec à mort de Bolduc et de Texier. Peut-être Kirby Dach se confond sur le troisième but. Kirby Dach, sur son deuxième but, il venait juste d'avoir une chance de marquer en or, qui avait été arrêté par Vasilevski sur une belle passe de Texier. Ensuite, il a récupéré la rondelle, il a pris une coupe de bon, puis la mise en échec de Jacky, puis il a réussi à tirer dans le filet. Peut-être que je me trompais avec le troisième but. Puis le troisième but, c'est un échec avant extraordinaire de Bolduc. Puis ensuite, c'est la protection de rondelle de Texier. Qui protège la rondelle, puis qui remet à Hudson. Puis évidemment, Hudson avec le lancer de foudroyant dans le filet là, pour donner la victoire aux Canadiens. Fait qu'écoute, je sais pas trop quoi penser de ça. Moi, je regardais ça puis je me disais, tu sais, à quelque part, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? La province au complet sait que Kirby Dach doit pas faire partie de l'alignement. Moi, le premier, là, moi, je voulais absolument voir Joe Veleno dans l'alignement. Puis moi, je trouvais qu'il avait tellement bien fini la saison. Puis son patin, son échec avant. Puis et Gallagher. Franchement, moi, Gallagher un peu moins. Moi, je pense qu'il l'aspect grit de la série, il fit très bien là-dedans. Mais moi, je trouve que son patin est rendu tellement loin derrière la moyenne de la Ligue nationale qu'il serait pas capable de suivre cette série-là. Mais Joe Veleno, ça, il patine bien. Son échec avant est incroyable, son énergie, son intensité, il frappe. Puis, exactement, moi je préfère Joe Veleno à Alex Noah qu'on l'infériorité numérique. Fait que moi je l'aurais fait jouer là. Moi je trouve qu'il y a un rôle, je serais capable de lui donner plus de 10 minutes par match. Comme des gars comme Dach puis Kapanen qui jouent moins que ça, ils ont été différents dans le dernier match. Kapanen, je pense pas qu'il a joué tant que ça. Là. Le trio Demidov, ça a été le trio le plus effacé du Canadien de Montréal lors du dernier match. Mais moi, j'étais un grand fan de Joe Veleno, puis je voulais absolument qu'il joue avant Kirby Dach. Puis Kirby Dach, il a prouvé à moi et au reste de la province qu'il fait partie de l'alignement, puis il a sa place là. Il va être capable de répéter cette performance-là. C'est ça qu'on veut voir. Parce que pour moi, j'ai trouvé. C'était tout un match, mais après ça, si t'es effacé. Mais c'est ça, mais Kirby Dach, lors des deux premiers matchs, il était désengagé. Puis pour moi, qu'est-ce que ça prend de plus comme motivation que les séries éliminatoires? Mais Martin Saint-Louis, c'est sûr qu'il est dans la chambre avec ces gars-là, puis il les connaît mieux que moi. Mais il doit connaître Kirby Dach, puis il doit savoir quelque chose qu'on sait pas. Puis il savait que la résilience de Kirby était quelque chose, un de ses forces. Puis il a vu Kirby sortir un match, comme tu dis, c'est un des meilleurs attaquants du Canadien lors du dernier match. Moi, au début, moi je me disais, là, après la défaite du Canadien dans le match numéro 2, là, c'est pas compliqué. Tu me sors Texier, tu me sors Dach, là, puis tu me mets Veleno, Gallagher. Merci, bonsoir. On perd le match 3 si ça arrive. On perd le match 3, puis pas à peu près. Là. On n'a pas de but. Là. Fait que, puis en séries éliminatoires, évidemment, on le sait, le premier trio connaît des difficultés. Il faut falloir en parler. Puis à quelque part, au départ, on pouvait peut-être expliquer ça par le fait que le Canadien n'avait pas l'avantage de la glace. Puis que le trio à Cirelli est exceptionnel défensivement. Exactement. Mais là, dans le match numéro 3, au Centre Bell, on s'est pas vraiment démarqué plus là, du côté. Mais je dirais Suzuki, que John Cooper puis Caulfield. John Cooper fait du bon travail malgré ne pas avoir le dernier changement, parce que dès qu'il voyait Suzuki embarquer sur la glace, il allait chercher ses gars puis il envoyait Cirelli. Tu voyais qu'il y avait une guerre qui faisait là, surtout en première période. Mais même dans les chiffres, comme tu dis que Suzuki il jouait pas contre le trio à Cirelli,
il était invisible. On voit, le trio à Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Il y a une gradation. Là, Slav se démarque quand même un peu plus, je trouve, à 5 contre 5. Suzuki est deuxième. Cole Caulfield est complètement effacé. Puis je veux juste revenir à mon dernier point parce que je disais, quand tu as un trio comme celui-là, qui normalement produirait à un rythme incroyable, là, comme c'est un des trios les plus productifs offensivement de la Ligue nationale. Finalement, ce trio-là performe pas. Tu as besoin. Tu parlais de la culture de gagnant puis du fait qu'il y en a qui doivent se lever. Puis c'est souvent le cas en séries éliminatoires. Le troisième trio est tellement important parce que là, évidemment, le top 6 va être comme un peu contré par le top 4 les deux, ils se comptent, puis ça s'égalise, puis ça joue dans les fonds du line-up. Qui fait une grosse différence. Mais écoute, là, le Canadien a vraiment besoin de cette production offensive des joueurs de second plan, là. Parce que Suzuki, Caulfield et Slavkovski, à moins d'être en avantage numérique, et encore hier, c'était dégueulasse, on produit pas. Puis là, Kapanen jouait avec Demidov, je crois. Ouais, Kapanen, Demidov, Noah hier. Invisible. On les a pas vus du tout. Puis même Slav, que j'adore, dans le match d'hier, le match numéro 3, il y a eu des lacunes défensives importantes, là. Notamment sur un back-check. Là, sur le demi-échappé de J.J. Moser. Fait que là, en tout cas, il y a une chance que ce trio-là était là. Puis ça va clairement ça va en prendre plus de la part de Demidov et Kapanen et Newhook et de Josh Anderson, là. Qui a connu, mais Josh Anderson, il a bien fait à Tampa Bay, on peut lui donner un match-off. La manière qu'il a joué dans le match 3, ça a été le meilleur attaquant du Canadien ou le meilleur joueur du Canadien lors des 2 premiers matchs. Je suis d'accord avec toi, mais on l'a pas vu dans le match 3. T'as raison. Puis on peut pas vraiment se permettre d'avoir plus de gars effacés. La liste est déjà mais moi, si on veut commencer à pointer les doigts, notre attaque, il y a beaucoup de problèmes en ce moment comparativement à la défense qui performe très bien. Mais si on veut commencer à pointer des doigts, ça commence avec le premier trio. Là. Il faut... Moi... Et Caulfield. Le premier trio, c'est Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Mais Caulfield particulièrement, on a de sérieuses questions à se poser. Il y a comme on dit, The Monkey on his back. Là. Son échappé qui manque son lancer, il manque sa rondelle, c'est quelque chose qui se passe dans sa tête. Ça va débloquer après son premier but, selon moi, mais il est effacé, comme tu dis. Il gagne pas une bataille, il est pas impliqué. On dirait qu'il a peur d'aller dans le coin. C'est comme si c'est trop physique pour lui. Le gars, on dirait qu'il abandonne sur les jeux, là. On dirait que ça ne tente pas plus que ça. Il est plus petit que les autres, puis ça apparaît. Puis, il a la chienne, là. Il joue avec des œufs d'un culotte, comme on dit. Là. Puis moi, j'argumentais avec un ami, Charlotte Tanguy, je vais le dire. J'argumentais en quoi, Charlotte à lui, que le trio à Suzuki, moi, je disais qu'il était potentiellement le meilleur trio de la Ligue nationale. Suzuki, Slavkovski, Caulfield. Il y a eu je vais manger mes mots parce que les performances qu'ils mettent en série, ça n'a aucun bon sens. Tu regardes genre dans l'Ouest, Nathan McKinnon qui a une passe en 3 matchs qui ne performe pas nécessairement très bien. On en a parlé. Puis McDavid, il semblerait qu'il joue blessé. Mais le trio à Slavkovski, Suzuki, Caulfield en saison régulière, la manière qui se complète puis qui dominent offensivement, puis si tu regardes leur expected goals comparé au trio, ça a été incroyable, puis encore plus, même l'année d'avant, c'est un trio qui joue beaucoup ensemble. L'année passée, je pense que ça a été le trio le plus productif de la Ligue nationale pendant un certain temps. Puis tu vois la manière qu'ils jouent ensemble, puis je me suis dit, je prends ce trio-là avant quasiment, puis je disais n'importe quel trio dans la Ligue nationale, mais tu regardes ces performances en série là, puis c'est un désastre. Pour les joueurs avec ce talent-là, Suzuki qui fait 100 points, Caulfield qui fait 50 buts, puis ils sont pas capables de se démarquer, ils sont pas capables d'être le meilleur trio du Canadien de Montréal pour un match en séries éliminatoires. C'est vraiment problématique. Là, même en avantage, c'est parce qu'au départ, le premier match, ils ont bien fait en avantage numérique. Fait que tu dis, ils ont quand même marqué 3 buts là, en avantage numérique, on va leur donner une chance. Mais là, même l'avantage numérique fonctionne plus. Exact. Hier, là, la fameuse passe de Caulfield qui a donné une sortie de zone gratuite au Lightning de Tampa Bay, là, ça, c'est clairement, il est dérangé par son manque de production offensive. Et là, il va falloir corriger ça au plus vite parce que plus évidemment on reste pris dans cette espèce de loop-là,
plus ça devient difficile de s'en sortir, puis plus ça affecte le reste du jeu. Là. Fait que pas juste, évidemment, le jeu à 5 contre 5, mais là, l'avantage numérique, le jeu défensif. Fait que moi, je trouve ça inquiétant. La seule chose, parce que moi, j'avais quand même dit que le Lightning gagnerait en 6. Là. Je pense pas nécessairement que le Lightning va gagner à 3 matchs de suite. Là. Mais je suis très loin... d'écarter la possibilité que le Lightning pourrait gagner cette série-là. C'est loin d'être terminé, très loin d'être terminé. Ce que je trouve, là, la seule chose à peu près que je trouve que je trouve qui est rassurante dans cette série-là, c'est que Guentzel, on le voit pas. Ben Guentzel, il se ramasse quand même avec 5 points en 3 matchs. Ben, en tout cas, tant mieux pour lui. Ouais, mais moi, je suis d'accord que... quand tu surtout parles du high test, exact. Mais surtout dans le match 3, là, je trouve pas qu'il se démarque mais c'est ça, Kucherov. Il va pas aller dans l'échec avant, tu vas pas le voir se frapper. Il ressort plus normalement. Mais tu vas le voir, tu sais... Il y a rien qui dit que tu vois Kucherov 3 fois dans le match 4 puis qu'il finit avec 3 passes. Cirelli, je comprends que clairement, on l'emploie plus. Disons qu'on a peut-être. On a sans doute mis l'accent sur son jeu défensif contre Suzuki. Il se concentre plus là-dessus que sur son jeu offensif, mais offensivement, il produit à rien. Tu sais, je veux dire, Yannick Gourde est un des principaux moteurs offensifs de cette équipe-là. Ça prend en l'échec avant, puis Tampa dans le match 3, dans la deuxième moitié de ce match-là, il avait l'air mort. Tu sais, puis Yannick Gourde inclus, lui qui a donné énormément d'énergie à son équipe dans le match numéro 2, on dirait qu'il y avait personne qui avait ce spark plug-là du côté de Tampa. Puis ça a profité aux Canadiens, mais je compte pas là-dessus pour les matchs qui s'en viennent. Ils vont se réveiller. Mais là, c'est question de est-ce que le trio Anexuki peut se réveiller? Parce que je l'avais mentionné dans le podcast avant les séries. Le trio de Kapanen, Demidov. Ouais, mais c'est moins confiance en eux. Les attentes ne sont pas les mêmes, mais le Canadien a déjà un manque de profondeur important. Puis on a été carry par le premier trio. Un manque de production offensive de la part de son deuxième, troisième et quatrième trio. Là, si le premier trio marche plus, il n'y a plus d'attaque du tout. Fait que ça va prendre un trio comme évidemment celui de Bolduc avec Dak et quelle chance qu'ils se sont levés qui performent alors qu'on ne s'y attend pas. Si le premier trio marche pas, tu dis t'es moins confiant envers Kapanen puis Demidov puis Newhook, mais ça va être un trio comme celui-là là, qui va devoir mais c'est les trios se faire remarquer. Mais je veux dire qu'ils ont moins de grit que le trio à Doc, mais tu regardes Doc puis Texas, c'est pas les joueurs avec nécessairement plus de grit, mais c'est des joueurs qui ont joué avec un chip on their shoulder. J'aille pas l'idée là, c'est Evans et Anderson là, puis avec Dano. J'aille pas ça. Mais non, mais ça c'est joue bien. Ça c'est le genre de trio qui va puis on l'a vu dans le match 2. Dans le match 2, c'est un gros jeu de Dano qui refait la rondelle à Anderson qui compte un but. C'est ça, parce que là, t'as aucune production de ton top 6. Fait que tout le monde s'excite. Oui, on mène 2-1, mais il y a des inquiétudes importantes. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est encourageant dans le fait qu'on mène 2-1 dans cette série-là sans la production offensive de notre premier trio. À l'exclusion du premier match, que c'est l'histoire de Slavkovski. Mais en avantage numérique. Mais ça va être une question pour gagner ces séries-là. Est-ce qu'ils vont être capables de se réveiller? Parce que moi, je l'avais mentionné dans le podcast avant les séries. J'avais dit Canadien en 7 sur le dos du premier trio qui performe. Puis pour l'instant, c'est l'histoire contraire. C'est les employés de soutien du Canadien qui font le travail. Mais surtout, c'est la défensive du Canadien qui joue. J'aurais jamais pu anticiper ça. Surtout avec l'absence de Noah Dobson. Mais les matchs qui s'en viennent, ça va jouer sur le premier trio. C'est le monde à l'envers. Le Canadien est une équipe qui marque beaucoup de buts, mais qui en accorde beaucoup. Puis là, en séries éliminatoires, c'est le contraire. On n'est pas capable de marquer, mais au moins, on limite le Lightning. Puis on a parlé de la jeunesse qui semble avoir le dessus sur l'expérience durant ces séries. Je sais plus trop quoi penser de tout ça. Là, écoute, vraiment, le monde à l'envers. Le match numéro 4, évidemment, qui va avoir lieu demain au Centre Bell. C'est peut-être là que, en tout cas, ça va en dire long. Si on a une grosse performance là, de Suzuki, Caulfield et Slavkovski, mais ça peut changer le narratif. Mais ça va prendre une grosse performance. Parce que sinon, moi, je pense pas. Tu gagneras peut-être. Tu gagneras probablement pas. Là, tu gagneras. Exactement. Tu peux pas compter sur une performance de ce trio-là à chaque soir. Puis ils ont fini +3.
en 10 minutes de jeu, c'est exceptionnel. Puis ça arrivera pas une autre deuxième fois. C'est le fun, mais ça arrivera pas une deuxième fois. C'était une performance, c'était une anomalie quasiment. Ils ont bien joué, mais. Pas quasiment. Là. C'est une anomalie. Il y en a 2 qui auraient dû être à l'extérieur, qui auraient dû ne pas faire partie de l'alignement, selon moi. Là. Fait que c'est pas une anomalie du tout. Excuse, c'est une anomalie. Excuse. Parce que là, t'hésitais à employer le mot. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que c'est ça. Puis on va évidemment suivre ce qui va se passer pour le reste de la série. Mais. Un petit dernier mot de fin, là. Ouais. Tu veux-tu changer ta prédiction? Oh, non. Non? Non, je change pas ma prédiction. Le Lightning va l'emporter. Non, mais c'est pas mon genre. T'sais, si le Lightning perd, ils perdront. Ouais. Mais tu sais, en date, tu avais ta prédiction de début, mais en date d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que le Canadien de Montréal va gagner la série? Je dirais. Je dirais 60% de chance que le Canadien gagne. Ok, tu restes quand même un peu pessimiste. 60%. À mon goût, tu restes un peu pessimiste. 60%. Ok. On finit là-dessus, Madani? On finit là-dessus. Alright. Hey, merci tout le monde d'avoir été avec nous. On espère évidemment une victoire du Canadien. Puis on espère que je sous-estime un peu trop l'équipe. Puis que finalement, on s'en tire avec une victoire. Merci d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve là, dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Bye la gang.